Amis culturels, bonjour et merci d'être de notre Cultura aujourd'hui sur le plateau de Cultura, il faut dire, Valérie Manteau qui est autrice donc de deux ouvrages de grands titres, il faut dire, Calme et tranquille et Sillon, parus tous deux aux éditions Le Tripode. Et pour votre gouverne, Valérie Manteau est le prix Renaudot 2018. Bonjour Valérie. Bonjour Sophia. Alors, ça va, ça se passe bien Valérie? Très Le bien, séjour à merci Brazzaville. beaucoup. Très bien, déjà j'ai la chance de venir et revenir ici. Eh Et bien c'est un voilà. grand bonheur. Eh bien merci alors. Alors, Valérie, je viens de dire que vous êtes donc l'autrice, auteur de Calme et Tranquille, qui est votre premier titre, votre premier, n'est-ce pas, ouvrage que vous avez publié donc chez Le Tripode. Oui, Également Sillon, qui est le deuxième en 2018 et qui vous a valu le prix Renaudot. oui, c'est Alors, incroyable. quel sentiment déjà à cette époque 2018, prix Euh, Renaudot? le prix, c'est tombé du ciel, vraiment. On ne pouvait pas s'y attendre. Quand on publie des livres, en France en tout cas, on a le choix déjà de la période à laquelle on va les publier. Et cet événement un peu bizarre qu'on appelle la rentrée littéraire. La rentrée littéraire, ça veut dire tous les livres qui sortent en septembre, octobre, euh, vont concourir pour les prix de la fin de l'année, le prix Goncourt, le prix Renaudot, le prix Femina, le prix Médicis et d'autres prix. Il y a une sorte de compétition là dans ces livres-là qui sortent en septembre-octobre. Et il y a entre 500 et 600 livres qui se publient tous les ans à ce moment-là. C'est énorme. Quand on est un jeune auteur ou une jeune autrice comme moi, c'était mon deuxième livre, choisir de sortir à ce moment-là, c'est prendre un gros risque. On se dit, ah là, on va sortir en même temps que 500 livres, d'auteurs beaucoup plus connus que nous, de gens peut-être beaucoup plus brillants, on ne peut pas savoir. Enfin, et c'est difficile de comparer les livres. De toute manière, le système des prix, bon, moi j'ai eu la chance d'en recevoir un, je ne vais pas en dire du mal, mais il y a quelque chose de très injuste, parce qu'évidemment, il n'y a pas que 4 bons livres dans toute cette publication. Ouais. Et donc, comment on compare mon livre avec le dernier livre de Annie Ernaux, de Virginie Despentes, de Alain Mabanckou? On n'a pas forcément beaucoup de choses en commun, et pourtant, on est en compétition pour ces prix. Donc moi, j'avais fait confiance à mon éditeur qui m'avait dit que lui, il pensait que c'était une bonne idée qu'on aille sortir le livre à ce moment-là, que lui, il se battrait pour que le livre soit lu, qu'il ne tombe pas dans l'océan des publications de ce moment-là et que lui, il y croyait. J'ai fait confiance là-dessus. Mais ensuite, j'avoue que je misais rien sur le fait d'avoir des prix. Je me disais, bon, la probabilité m'échappe complètement. Moi, je ne suis pas dans le milieu littéraire parisien. Je ne connais pas les gens qui sont dans les prix. J'habite même pas à Paris. Donc, Oui. c'est hors de mes mains. Et, et on m'a appelé. Au dernier moment. J'étais à Marseille et on me dit il devait être 13h moins le quart. J'étais au bureau et on me dit est-ce que vous pouvez être à Paris dans un quart d'heure? Alors, je dis non parce que Marseille-Paris c'est 3h30 de train de toute manière. Je dis non, je risque pas d'être à Paris. Il me dit ah bon, parce que c'est dommage parce que vous allez recevoir le prix Renaudot donc on va l'annoncer dans un quart d'heure. Je n'ai pas cru, j'ai cru que c'était une blague. J'ai dit à mon éditeur, j'étais là genre non mais tu te moques de moi. Il m'a dit non, non, vraiment, je t'assure, c'est sérieux. Ah oui? Non, j'ai pas cru du tout. J'ai dit écoute, de toute manière, comme je peux pas être là, je vais attendre. J'ai allumé la radio, j'ai dit je vais attendre que la radio le dise pour Ok. le croire. J'étais avec une collègue dans mon bureau et on a attendu que ça D'accord. soit officiellement dit à la radio pour le croire vraiment. Et ensuite, je peux vous dire que j'ai fait des bonds de joie dans le couloir. D'accord. Ah ouais, Ben voilà, c'est c'est pour extraordinaire. un deuxième titre, pour un deuxième, n'est-ce pas? Ouais. Deuxième ouvrage, il faut dire que c'était. Et puis en plus, il faut mentionner que vous n'avez pas fait avec un grand éditeur. Donc c'était un éditeur quand même peu connu, le Tripode. Oui, c'est un éditeur. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un grand éditeur? En tout cas, c'est pas une grosse boîte. Moi, je Ok. pense que c'est un grand éditeur au sens noble du terme. D'accord. Mais c'est une petite maison d'édition au sens où ils sont 3, 4 maintenant à travailler dedans. Il y a un seul éditeur, donc c'est une seule personne qui lit tous les manuscrits qui arrivent, qui décide qu'est-ce qu'il va publier, qui accompagne les auteurs tout le long du parcours. Moi, entre le moment où je leur ai envoyé le manuscrit et le moment où le livre est sorti, c'est passé un an. D'accord. Un an d'aller-retour avec l'éditeur, de discussion sur chaque phrase, chaque virgule. On a relu ensemble. Et aussi voilà, de discussion sur quand est-ce que c'était bien qu'on publie ce livre, comment,
comment en parler, parce que Le Sillon, c'est un livre qui est très complexe. Donc, comment introduire ça? Lui, l'éditeur, l'a lu beaucoup plus souvent que moi. Enfin, moi, je l'ai écrit, donc c'est sûr que ça aide à Naturellement, ouais. comprendre le livre, mais il le connaît aussi bien que moi. Lui et toute son équipe, ils ont fourni un travail immense pour accompagner ce texte. Et ensuite, une fois que le livre est fini, moi, mon boulot, il est fini. Mais eux, ça commence. Eux, ils ont aussi fourni un travail extraordinaire d'aller convaincre les journalistes, les libraires, les lecteurs directement sur les réseaux sociaux, dans les médias, partout, tout le temps. Pendant 2 mois, ils n'ont fait que ça. De dire aux gens, lisez ce livre, lisez ce livre, lisez ce livre. Et je pense que aussi, c'est pour ça que, oui, ça a été une chance, je pense, Voilà. immense pour moi d'être Et chez ça a un ouvert petit en fait cette éditeur. porte quand même du prix Renaudot. Bien Ouais. sûr. Il n'y a pas que ça, mais le travail extraordinaire de cette maison d'édition, et pas qu'avec moi, parce que quand on remet un prix à mon livre, on le remet aussi à leur travail à eux. Je pense que c'était une façon de reconnaître que cette maison d'édition avait le mérite. le mérite, tout oui. à fait, de faire partie des grands. Mais il y a eu aussi, dès la publication, la solidarité immédiate, enfin la solidarité ou le soutien immédiat de d'autres auteurs. Ça, je pense que ça a été très important pour moi. Moi, j'avais envoyé mon livre vraiment au petit bonheur la chance aux auteurs qui étaient importants pour moi. Notamment Annie Ernaux, qui est une autrice française très importante, qui a eu le prix Renaudot, je crois l'année de ma naissance d'ailleurs, en 85, qui est une autrice qui est importante pour moi, mais que je ne connais pas. Elle est publiée par Gallimard. Moi, j'avais envoyé mon livre à Gallimard. Gallimard l'a envoyé à Annie Ernaux. Et Annie Ernaux a tout de suite dit publiquement le bien qu'elle en pensait. Virginie Despentes de la même manière, Dany Laferrière de la même manière, qui sont des gens que moi je ne connaissais pas, mais qui ont été les premiers lecteurs du livre et qui l'ont tout de suite soutenu. Et c'est des auteurs beaucoup plus connus que moi. Et grâce à eux, je pense, des journalistes se sont intéressés au livre. Et dans le raz-de-marée des 500 ou 600 publications de la rentrée littéraire, il y a des journalistes qui ont choisi d'en parler tout de suite, même si j'étais pas connue, même si j'étais pas chez un grand éditeur, et même si le sujet du livre en plus était difficile. Parce que ça parle de la Turquie, ça parle de choses très complexes aussi politiquement, que tout le monde ne connaît pas, quoi. C'est pas un livre qui est très facile, mais du coup il a été tellement soutenu que je pense qu'il a fini par attirer l'attention des lecteurs, du jury du prix Renaudot. D'accord. Alors, donc, il faut dire que voilà, le titre, c'est Le Sillon. Donc, Le Sillon. Et votre premier titre, c'est Calme et tranquille. Alors, je vais particulièrement m'intéresser à ce premier ouvrage qui s'ouvre de cette façon. Et donc, je vais lire l'incipit de cet ouvrage. Ça commence bien. Crise délirante, tremblement, vomissement interminable, larmes, menace de rapatriement si la fièvre ne tombe pas pendant la nuit. De rage, je me jetterai dans le fleuve avec ce corps si faible, défaillant, hors d'usage, si j'en avais la force. Je m'arrête là, Valérie. Et c'est de cette façon que s'ouvre. Et enfin, que vous nous ramenez, n'est-ce pas, là, dans un de vos souvenirs, parce qu'il faut dire que votre univers littéraire est plein de souvenirs. Et je dirais même que les souvenirs chez vous, c'est même la trame de vos récits, il faut dire. Voilà, quand je prends Calme et tranquille, autant que je prendrai Le Sillon, on sait que ça s'ouvre, Le Sillon également s'ouvre sur des souvenirs d'Istanbul et tout, et vous êtes en plein Istanbul, mais ici, le roman s'ouvre sur le Congo. Et c'est de ce Congo, n'est-ce pas, que nous émettons au moment où nous sommes en train de réaliser cette émission. Alors, j'ai écrit les premières lignes de mon premier livre en rattrapant un souvenir, mais un souvenir qui est très fantasmé là. Ce que vous lisez, voilà, c'est une crise de fièvre, une crise de palu au bord du fleuve, et une crise que je vais dépasser, que le personnage va dépasser pour aller malgré tout voir un spectacle qu'elle avait décidé d'aller voir à l'autre bout de la ville, à Combé. Et elle prend le bus pour aller à Combé, pour aller quand même voir un spectacle au théâtre ce soir-là où elle a de la fièvre. Et elle va voir un spectacle qui raconte une histoire terrible, un texte de Sarah Kane qui s'appelle 448 Psychose, qui est un texte qui a été très important pour moi toute ma vie, que j'aime beaucoup. Et j'étais tellement interloquée que quelqu'un vienne monter ça ici à Brazzaville. Et je m'étais dit, c'est important pour moi d'aller voir ça. Et en fait, dans cette histoire-là, qui ouvre mon premier livre, il y a tout.
ce que je vais développer ensuite dans le livre, mais aussi dans le sillon. Il y a des histoires de mort, de deuil, il y a comment l'art peut nous sauver de ça, comment quand même, nous-mêmes on est tellement fatigués, nous-mêmes on est tellement éprouvés qu'on aimerait se jeter dans le fleuve, qu'on aimerait juste se rouler en boule et ne plus jamais bouger et peut-être en finir, mais qu'en fait il y a quelque chose qui nous tire en avant et qui nous tire en avant. Alors moi le théâtre prend une très grande place dans Calme et Tranquille parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé dans les périodes très difficiles. La littérature aussi m'a beaucoup soutenue. Le Sillon est un livre qui fourmille de littérature, encore plus que de théâtre. Voilà, et des musées aussi, de littérature et de musées, oui. Et tout ça. Il y a des symboles, en fait, il y a un grand symbole, au niveau des symboles. Il y a beaucoup de symboles dans temps politique, culturel, donc du musée dans le Sillon. C'est deux livres qui parlent de comment des individus, quand ils sont confrontés à des violences, parce que le Calme et Tranquille, c'est un livre qui raconte des violences, des deuils, des morts, mais aussi des attentats, des meurtres. On traverse comme ça des coups d'État, des situations politiques dans certains pays, notamment en Turquie, parce que moi j'ai habité en Turquie, des pays qui vont pas très bien politiquement, dans lesquels on vit avec une inquiétude comme ça. On a peur que la guerre arrive, on a peur des attentats, on a peur que le pouvoir politique nous échappe, nous retombe dessus aussi. Le pouvoir politique est menaçant en Turquie. Moi, à un moment, je voyais les gens qui étaient autour de moi être menacés d'aller en prison, être arrêtés. On avait les souvenirs de personnes qui avaient été assassinées. C'est cette inquiétude-là. Et mes deux livres racontent, je crois, comment des personnes lambda, j'ai envie de dire comme vous et moi, enfin les personnages me ressemblent beaucoup, comment on résiste là-dedans, comment on trouve notre chemin, comment on arrive à faire des choses malgré tout, comment on arrive à vivre notre vie quotidienne, qu'on arrive à tomber amoureux, qu'on arrive à quand même aller écrire, produire, chanter, avoir des amis, vivre une vie quotidienne, parce que dans tous les contextes, même les plus difficiles, la vie est là. C'est ça que j'essaye de raconter dans les deux livres. Voilà. Cette fulgurance, il faut dire, cette image de la mort, n'est-ce pas, au cours donc de cette représentation théâtrale que vous suivez, va poursuivre, il faut dire, va traverser tout le roman Calme et Tranquille, puisqu'il y a d'autres images qui reviendront, n'est-ce pas, pour parler de la mort de la grand-mère, pour parler également n'est-ce pas, de l'acte terroriste qui va s'opérer au niveau du journal donc Charlie Hebdo. Tout ça, il y a cette image finalement de la mort. Alors quel sens donnez-vous à la mort, et est-ce que chaque mort a le même sens pour vous? Selon que vous parlez de la mort chez Sarah Kane, selon que vous en parlez donc pour Charlie Hebdo, selon que vous en parlez également de cette image de la grand-mère. C'est toute la question, en tout cas pour moi. C'est vrai que tout le monde n'écrit pas pour les mêmes raisons. Moi, j'ai commencé à écrire après le deuil de mes amis, de mes mentors, en fait, de Charlie Hebdo. Moi, j'ai travaillé à Charlie Hebdo pendant 5 ans. J'en étais partie au moment de l'attentat, mais je connaissais bien les victimes et certains d'entre eux avaient été des gens étaient des gens fondamentaux dans ma vie, dans ma construction. Je suis rentrée à Charlie Hebdo, j'avais 22 ans, j'étais jeune. Et toute la question de l'écriture, pour moi, ça a été le rapport avec les morts. Ça a été un moment où ça a été difficile de garder une relation à la vie que je menais, parce que moi j'ai survécu, même j'étais pas là le jour de l'attentat, donc ça m'est passé à côté. Mais c'était impossible de continuer ma vie comme avant. Les morts qui étaient là, qui étaient sortis de ma vie, pesaient trop lourd. J'avais trop besoin de garder une relation avec eux, et l'écriture pour moi est un moyen de continuer à dialoguer avec les morts. C'est ça la puissance incroyable de l'écriture par rapport à beaucoup d'autres arts. Quand on lit un livre de Platon, on peut discuter avec quelqu'un qui a vécu des siècles avant nous. Je peux discuter avec quelqu'un en lisant des traductions d'un chinois avec qui je serais incapable de communiquer dans la vie réelle, mais grâce à la littérature, grâce à la traduction, je peux discuter avec quelqu'un qui a vécu des siècles avant moi, qui parlait une autre langue, qui n'a jamais mis les pieds dans aucun endroit dans lequel moi j'ai mis les pieds. Et je peux discuter avec les morts. Je peux ressusciter les morts. Je peux faire parler dans mon livre des gens dont je sais comment ils parlaient. Et je peux m'enfermer dans cette bulle-là en me disant, ok, pour un petit temps au moins, j'ai besoin d'avoir cet espace-là dans lequel on peut encore prolonger un peu la discussion, la conversation qu'on avait. Après, la question du sens
qu'on donne à la mort des gens, ça c'est une question qui traverse complètement Calme et tranquille. Parce que quand les gens meurent de façon violente, que ce soit par suicide, ma grand-mère s'est suicidée, le texte de Sarah Kane dont je parlais raconte la volonté de suicide d'une jeune femme qui a 27 ans, je crois, dans le texte. Et Sarah Kane, l'autrice, s'est vraiment suicidée après avoir écrit ce texte. Et ces morts-là de suicide créent des fractures chez les proches. Quand on a vécu avec quelqu'un qui n'allait pas bien, dont on n'a pas su l'aider, même si on a fait tout ce qu'on pouvait. La culpabilité est immense, irrattrapable. Et pourtant, vous allez poursuivre finalement cette image de suicide. Bon, le suicide va occuper, il faut dire, une place assez importante dans Calme et tranquille, puisque vous partez, je voulais dire, du suicide de votre grand-mère, et vous passez des heures, enfin, il faut dire, le personnage de votre roman va passer des heures et des heures, n'est-ce pas, dans les bibliothèques pour essayer de rassembler les causes des suicides, allant même de rayon en rayon, n'est-ce pas, pour essayer de voir un peu les différentes causes de suicide. Exactement. Et il a même l'intention un jour de faire une collection, une anthologie qui ne parlerait que des causes du suicide. Et pourtant, la veille du décès de la grand-mère, il faut dire, tout était calme, tout était tranquille. Et rien ne présageait, n'est-ce pas, un tel acte de suicide. Et même le personnage, il faut dire, à un moment dit qu'il y a une pièce manquante qui n'arrive pas, n'est-ce pas, à restituer la vraie motivation du suicide de la grand-mère. Mais ce qui est incroyable en fait dans ces expériences-là, et là je pense que la plupart d'entre nous, malheureusement, on a déjà vécu ça, malheureusement ou heureusement, ça fait partie de la vie. Mais on est tous capables de penser à un moment où on a appris le décès de quelqu'un qui nous était proche. Moi, pour ma grand-mère ou pour Charlie Hebdo, les deux sont arrivés de la même manière. C'est mon téléphone qui a sonné et on m'a dit elle est morte, elle s'est suicidée, ou on m'a dit Charlie Hebdo, ils sont tous morts. Et là, on pense à ce qu'on était en train de faire 10 minutes avant, 1 heure avant, ou la nuit, puisque ma grand-mère s'est suicidée la nuit et moi je l'ai appris le matin. Et là, d'un coup, je me dis, mais moi j'étais en train de dormir, tranquille, calme et tranquille. J'étais en train de dormir, je me suis couchée, je me souviens même plus de ce que j'ai fait particulier. Il n'y a eu aucun signe, j'ai rien vu venir. Il n'y a eu aucune alerte. Et pendant ce temps-là, pendant que moi j'étais en train de dormir tranquillement, elle était en train de sortir une bouteille de gaz, de la mettre dans la voiture, d'ouvrir le gaz et de décider qu'elle ne nous verrait plus jamais. De la même manière que le matin de l'attentat de Charlie Hebdo, moi j'étais au bureau, on était en train de faire des blagues avec mes collègues, on prenait le café, et là d'un coup mon téléphone sonne et on me dit est-ce que tu as des nouvelles des gens de Charlie ? Je dis non, mais bon, ils ne m'appellent pas toutes les 5 minutes. Enfin, on me dit parce qu'il y a on m'a dit il y a un problème à Charlie, mais je ne peux pas te dire encore ce que c'est, mais on reste en contact. Et j'ai su ensuite que pendant qu'on était en train de se parler, ils étaient déjà tous morts. Ça, c'est cette chose-là qui est très culpabilisante, en fait. La culpabilité, je pense, elle accompagne tout le monde après la mort de nos proches, parce qu'on n'a pas envie de survivre à nos proches, en fait, profondément. On peut avoir peur de la mort pour soi-même, mais je pense que la plupart d'entre nous, on a plus peur de vivre la mort de nos proches que de vivre notre propre mort. Moi, quand je serai morte, les problèmes s'arrêteront pour moi, ma foi. Et ensuite, chacun peut croire selon sa religion, ses croyances, sa foi dans l'au-delà. Que peut-être en plus, il vaut mieux. Peut-être on sera soulagé de maladies, de problèmes de douleur qu'on a dans cette existence-là. Mais on a du mal à survivre aux gens qu'on aime. Et c'est ça qui est complètement... qui est difficile à surmonter, qui est culpabilisant. Et c'est vrai qu'après la mort de ma grand-mère, je me suis complètement passionnée pour cette question des suicides, à laquelle je n'avais pas beaucoup réfléchi avant. Mais là, d'un coup, comme ma grand-mère s'est suicidée en laissant rien, elle n'a pas laissé une lettre, elle n'a pas laissé une explication. Et je me suis dit, bon, il y a des bibliothèques qui regorgent de livres de gens qui ont parlé de ça. Et donc, même si elle n'en a pas parlé, sur l'histoire de la littérature, j'ai des milliers de personnes qui ont dit des choses là-dessus. Sarah Kane a dit des choses là-dessus. Mais aussi, je ne suis pas capable de citer Lucrèce, déjà, il y a 20 siècles, a écrit un livre qui parle de ça. Oui, de pourquoi est-ce que les êtres humains se donnent la mort. Il n'y a pas beaucoup d'animaux qui font ça dans la nature, dans la création.
C'est une particularité, je pense, quand même, de notre Chez l'humain. espèce, même s'il y a Ouais. Je sais qu'il y a des exemples chez quelques animaux, ça peut arriver, mais nous, c'est un phénomène très Très courant récurrent. Oui. et très tabou. Et très tabou. Et du coup, on n'en parle pas facilement, pas beaucoup. C'est peut-être pas exactement la même chose ici au Congo que chez moi en France ou qu'en Turquie, mais ça reste quelque chose de très tabou parce que la vie reste sacrée malgré tout. Et que les gens qui s'enlèvent la vie volontairement, on dirait toujours qu'il y a quelque chose d'un peu sacrilège à faire ça. On reproche aux gens de faire ça, on dirait que c'est égoïste. Euh, et et c'est cette question-là qui fait que c'est d'autant plus difficile pour les proches, qu'on a du mal à en parler quand on dit à quelqu'un que notre grand-mère, notre mère, notre frère, notre mari s'est suicidé. Les gens vont pas très bien savoir quoi nous dire. On dirait presque que c'est un peu notre faute. On dirait qu'on n'a pas su aider la personne. Notre enfant, encore pire évidemment. Donc c'est cette question-là où moi je me suis dit il faut absolument parler de ça, il faut en parler davantage parce qu'en fait on est très nombreux à connaître des gens autour de nous qui se sont suicidés ou à connaître des gens qui vont pas bien. Et donc voilà, en tout cas c'était pas pour trouver des solutions parce que moi dans mon cas c'était trop tard. Mais, mais en accumulant toute cette lecture, toute cette pensée qu'il y a eu sur la question de ça veut dire quoi se suicider, mais du coup ça veut dire quoi d'être en vie, parce que c'est ça. À partir du moment où on a le choix de mourir, ça veut dire que nous faisons un choix de rester vivant. Alors qu'est-ce qu'on fait de notre vie? François Cavana, qui était le fondateur de Charlie Hebdo, mais aussi un immense écrivain, qui heureusement pour lui est mort de sa belle mort de vieillesse à plus de 90 ans avant l'attentat de Charlie. Il a écrit dans ses premiers livres, il a écrit un livre qui s'appelle Les Rital, qui raconte son enfance, et un livre qui s'appelle Les Ruskov, qui raconte la Deuxième Guerre mondiale qu'il a vécue. Et il raconte un moment, il survit à la mort de la femme qu'il aimait, et il dit cette phrase magnifique, il dit « Il faut bien vivre puisqu'on ne meurt pas ». Ça a l'air tout bête comme ça, mais c'est pas du tout bête. C'est-à-dire, si on ne meurt pas, et puisqu'on choisit tous de ne pas mourir, puisqu'on a le choix, quelle vie on veut vivre? Comment on peut faire pour être pleinement vivant? Pour donner un sens. Alors si on ne peut pas donner un sens aux morts des gens, moi j'ai beaucoup de mal à donner un sens à la mort. Par contre, je pense qu'on peut essayer de donner un sens à la vie qu'on mène les uns et les autres, D'accord. autant qu'on a. D'accord. Ok. Alors, Valérie Monteau, je vais vous inviter à la lecture d'un extrait que vous allez prendre, n'est-ce pas? Peut-être au hasard, et Au voilà, nous en hasard. donner. Oui, Je m'étais dit la même chose que vous, que c'était bien de lire le début de Calme et Tranquille, à vrai d'accord. dire, mais je peux poursuivre un peu après là où vous vous êtes arrêté. Ok, allons-y. Assise au pied du lit où j'aurais dû dormir, je le savais pourtant, dans la moustiquaire fermée, mais trop tard, piqué, j'entends le sermon des évangélistes dans la pièce à côté. Quels que soient nos péchés, il est certain que Dieu lui-même ne se mettrait pas dans des colères pareilles, sinon il ne serait pas Dieu. Ça va être difficile à leur expliquer maintenant que j'ai l'air d'une sorcière transpirante et possédée, mais qu'ils se taisent par pitié, qu'ils se taisent. Ils disent que c'est le fleuve qui leur inspire ces transes. Des troncs d'arbres entrés défilent sur l'eau. On les confond peut-être avec des animaux. Ils accrochent dans leurs lianes d'autres végétaux agrippés aux rochers, et c'est comme un grand mouvement de foule incontrôlable vers l'océan encore lointain. Certains s'échoueront en chemin, après les rapides, face à Kinshasa, là où ce soir se joue 448 Psychose de Sarah Kane. Merci. Alors, pourquoi ce choix, Valérie? Parce que je pense que, alors c'est toujours très particulier les premières lignes du premier livre de quelqu'un. Et je pense qu'en Naturellement. fait, alors j'avais pas tout compris, même moi, de ce que je mettais là-dedans. Je me rends compte au fur et à mesure. Ça fait quelques années maintenant, le livre, je l'ai écrit en 2015. Et il y a tous les thèmes en fait de, de ce qui m'habite. Il y a aussi une chose que je viens chercher ici. Vous voyez, on est en 2021. Là, la scène que je raconte, c'était en 2014. Et je continue à revenir ici à Brazzaville. Je continue à être très fascinée par la vie ici, par l'art qui est produit ici, par les artistes, et aussi par ce fleuve. Ah oui, Il y a quelque bien chose. sûr. Il y a quelque chose. La présence du fleuve. Oui, Et puisqu'après, ça vous poursuit également dans le Sillon. Et vous avez dit que vous êtes absolument. à Marseille, donc il y a aussi J'habite au vous bord de la avez mer à donc la mer. Marseille et c'est très Et important pour également, moi. lorsqu'on prend Istanbul, vous avez là également le Le Bosphore. Donc, Bosphore qui oui, le traverse la Bosphore. ville. Et Istanbul, ça a été une ville avec laquelle j'ai eu un coup de foudre immédiat quand je suis arrivée. Et je vois bien, bon alors pour plein de raisons,
mais la présence de l'eau au milieu de cette ville, c'est extrêmement spectaculaire. Et pour moi, l'eau, il y a quelque chose de cette eau qui circule. C'est pas une mer, ce qu'il y a au milieu d'Istanbul, de la même manière qu'ici, c'est pas la mer. Là, il y a quelque chose qui passe. Et ce que j'ai vu en 2014, le fleuve qui est passé en 2014 n'est pas le même fleuve que je vois passer aujourd'hui. C'est une évidence que je vous dis, oui. mais c'est pas vrai pour quelqu'un qui habite au bord de la mer. La mer Méditerranée, c'est la mer Méditerranée. Et ici, là, je vais vous dire quelque chose de peut-être qui se retrouvera dans mon prochain livre. Mon arrière-grand-père est venu ici en 1913. Il faisait partie de l'armée coloniale française. Et il est arrivé ici et il a envoyé des lettres à ses parents à l'époque pour leur raconter ce qu'il voyait un peu, puisqu'évidemment à l'époque, personne en Europe n'avait aucune idée de à quoi pouvait ressembler le fleuve Congo. Et il raconte un peu cette histoire. Enfin voilà, il raconte qu'il a circulé sur le fleuve, il est arrivé en bateau jusqu'à Port-Banane, et puis il a remonté en train jusqu'à Kinshasa. Il a traversé en bateau de Kinshasa jusqu'à Brazzaville. À l'époque, Kinshasa, je crois que c'était 6000 personnes. Donc, on imagine la différence incroyable. Et Brazzaville, c'était très très peu de gens. C'était 2 villages et puis un tout petit bout de ville européenne qui était en train de se créer. Et j'ai lu ces lettres où il raconte qu'il a vu des hippopotames et qu'il fait très chaud. Enfin, il donne des détails qui nous semblent évidents maintenant parce qu'aujourd'hui, le monde est beaucoup plus connecté et on sait ce qu'il y a à l'autre bout du monde. Mais à l'époque, au début du XXe siècle, ses parents qui lisaient ça en France devaient se dire non mais il est sur une autre planète en fait. Des gens qui n'avaient jamais vu d'hippopotame de leur vie. Il leur dit j'ai vu des hippopotames dans le fleuve. Et moi quand je suis arrivée ici, je me suis dit c'est incroyable, c'est le même fleuve, il parle de la même chose que ce que je vois ici, et pourtant ça n'a rien à voir. Tant de temps a passé et tant d'eau a coulé entre lui et moi. Il y a un poème sublime de Chikeya Otansi qui s'appelle « À travers temps et fleuve ». Et c'est vraiment ça. Je pense que ce qui me fascine ici, d'être dans ces villes extrêmement bouillonnantes, extrêmement vivantes, et on n'est pas toujours en train de regarder le fleuve, mais de temps en temps, on regarde le fleuve et on se dit, il y a tout ça qui nous traverse, toute cette histoire. Et en plus, ce sont des lieux, alors Istanbul comme le Congo, c'est des lieux littérairement fondamentaux. Les plus grands auteurs du monde. Il y a une richesse d'imaginaire qui s'est écrite ici, de Conrad jusqu'à Sounila Boutansi ou des auteurs même plus contemporains. Quand on vient en tant qu'auteur dans ces endroits-là, on y va prudemment, on y va avec beaucoup d'humilité parce que c'est pas rien. Si on va ajouter un livre sur la pile de tout ça, voilà, il faut être un peu sûr de soi, il faut avoir quelque chose à raconter là-dessus. En tout cas, moi, pour l'instant, j'en suis encore au stade de lire davantage que j'écris. D'accord. Mais je sais qu'il y a quelque chose là-dedans qui me parle, que j'ai quelque chose à voir avec cette histoire-là. Oui. On verra, peut-être je reviendrai l'année prochaine. Vous avez un choix précis, n'est-ce pas, géographiquement parlant, et qui est pour vous source d'inspiration, c'est, n'est-ce pas, l'univers Combé? Oui, exactement. J'ai mis un peu de temps à réaliser ça la première fois. Alors, Combé, c'est l'espace dont je parle, oui, bien cette sûr. Pièce de Sarah Kane que j'ai vue, qui a été complètement une fulgurance pour moi. C'est un des plus beaux spectacles que j'ai vu de ma vie, et je le redis à chaque fois que je vois la metteuse en scène qui s'appelle Sarah Liorca. Et elle avait monté ce spectacle avec, donc dans la pièce de Sarah Kane, il y a 3 personnages. Il y a le personnage de Sarah qui veut se suicider, et il y a normalement dans la pièce telle qu'elle est écrite un personnage de psychiatre qui à l'époque était joué par un comédien que vous connaissez sans doute qui s'appelle Harvey Massamba, qui était magnifique. Et dans cette mise en scène, ils avaient ajouté un personnage, un danseur qui est de la vallée Bidiefono. Qui est aussi un danseur qui est, je pense, très connu, peut-être des gens qui nous regardent. Okay. Et en 2014, donc de la Vallée jouait un danseur, un personnage supplémentaire dans cette pièce. Il jouait un personnage de sorte d'ange inquiétant, de cette espèce de pulsion de mort qui traversait le personnage, mais aussi de pulsion de vie, d'un élan de beauté comme ça, très désespéré, puisque la pièce est très désespérée, mais en même temps très très fort. Et de la Vallée venait d'acheter et de construire un espace à Combé, dans lequel ils avaient juste construit un plateau dans le jardin, mis des chaises là, et il y avait, je crois, une petite maison dans laquelle il habitait, et peut-être les artistes, mais c'était complètement en chantier, et il avait décidé d'inaugurer cet espace en 2014 avec cette pièce. Et c'est pour ça que moi j'étais allée là-bas. On avait pris le bus,
C'était dans le cadre du festival Mancina à l'époque. On avait pris le bus pour aller jusqu'à Combé voir ce spectacle. Et j'avais été complètement, moi, paralysée, fascinée par le spectacle, que j'avais trouvé magnifique, cette mise en scène de ce texte que je connaissais très bien et que j'avais trouvé transfiguré par cette mise en scène, mais aussi par le public. Parce qu'à Combé, c'est pas l'Institut français. C'était les mamans du quartier, beaucoup d'enfants, les gens qui habitent là, qui cultivent les champs toute la journée et qui le soir, puisqu'ils ont entendu qu'il y avait un spectacle, sont venus écouter ce spectacle. Et un spectacle qui n'est pas très facile, je pense, à recevoir pour des gens dont c'est très loin de leur vie quotidienne, ce que ça raconte. Et pourtant, ça leur a parlé. L'accueil était enthousiaste. Je me souviens, à la fin du spectacle, ils chantaient une chanson de Jacques Loubello, dont je ne me souviens plus du titre malheureusement, mais une des plus belles chansons de Jacques Loubello, que tout le monde connaissait par cœur et tout le monde a chanté ça ensemble. Tout le monde reprenait, voilà. Mais moi, je vous jure, je pleurais d'émotion, de beauté. C'est des cœurs. Et du coup, je reviens à Combé. Là, ça fait 1 mois et demi que j'habite à Combé, dans ce même espace. Et que, oui, c'est un point d'ancrage pour moi très important. Ça ne m'empêche pas de circuler dans la ville et d'aller voir ailleurs. Mais oui, j'ai été un peu adoptée par le quartier. Et en tout cas, moi, j'ai adopté le quartier. Ok. Merci Valérie Manteau. Amis culturels, nous sommes continuons sur le plateau de Cultural, invité Valérie Manteau. Valérie Manteau qui est autrice de 2 titres, nous l'avons mentionné, Calme et tranquille et Le Sillon, paru aux éditions Le Tripode. Et pour votre gouverne, Valérie Manteau est le prix Renaudot 2018 avec Le Sillon. Alors, tout à l'heure, vous avez fait mention, n'est-ce pas, du passage de votre grand-père dans les années 1800. Okay. Arrière-grand-père. Arrière-grand-père, ok. Et vous parlez également, lorsqu'on lit également les 2 romans, j'ai mentionné tout à l'heure, donc Calme et tranquille et Le Sillon, il y a cette floraison, n'est-ce pas, il faut cette foultitude de souvenirs. Il faut dire que tout le récit, lorsqu'on prend naturellement pour le cas d'espèce de Calme et tranquille, c'est un récit, n'est-ce pas, qui, en tout cas, qui prend toute sa source sur des souvenirs. Des souvenirs. Alors, que représentent les souvenirs vous n'avez pas trouvé d'autre source que, n'est-ce pas, de vous rester, n'est-ce pas, accroché à ces souvenirs, mais qui alimentent totalement votre univers littéraire, votre univers imaginaire, en fait. Alors, je dirais pas que c'est que des souvenirs, ou alors au sens un peu large. Enfin, Calme et tranquille, c'est un livre qui est plutôt un récit, effectivement, dans lequel j'ai inventé assez peu de choses. En tout cas, rien d'important. Parce que aussi, je raconte des événements historiques et que je ne vais pas inventer sur la mort de mes camarades à Charlie Hebdo, par exemple, qui est un événement qui a été documenté dans le monde entier. Et moi, je raconte ma version de cette histoire-là, ce que moi, j'en ai vécu. C'est un livre qui est très à hauteur de personnes. Je raconte mes séances chez le psy, je raconte mes discussions avec les amis, avec les amoureux aussi, pour essayer de se sortir de tout ça. Mais c'est aussi un livre qui est très nourri des livres des autres, des spectacles des autres. C'est un livre dans lequel il y a énormément de théâtre. Et ça, pour moi, c'est un peu... ça a été un livre qui marchait sur ses 2 jambes comme ça, malgré tout de ne pas rester renfermé sur moi, mon expérience à moi, et d'aller convoquer dans le livre les expériences de beaucoup, beaucoup d'autres personnes. Je raconte aussi dans ce livre qu'après les attentats de Charlie Hebdo, il y a eu les attentats de Paris du 13 novembre 2015. Et il se trouve que j'étais à Paris le 13 novembre 2015 et que j'ai du coup revécu le traumatisme des attentats là-bas. Et vous savez que les gens sont morts, il y a eu plusieurs 81 morts, je crois, dans la salle de théâtre du Bataclan pendant un concert. Et vraiment, pour des gens qui ont l'habitude d'aller dans les salles de spectacle comme moi, et comme beaucoup de mes amis, il était très important de revenir tout de suite au théâtre, de revenir occuper ces espaces-là qui nous sont nécessaires. Pour moi, il y a un truc vital dans le théâtre. Et donc voilà, Calme et tranquille, pour moi, navigue entre les souvenirs personnels et la convocation d'énormément d'expériences qui viennent du théâtre ou qui viennent d'ailleurs, qui viennent du Congo. Je raconte beaucoup de choses qui viennent du Congo, qui ne sont pas forcément mes expériences
à moi, et beaucoup de choses aussi de Turquie déjà à l'époque. Je savais que la Turquie serait une sorte de miroir qui allait m'aider à me décentrer. En fait, je pense que quand il arrive des choses très difficiles aussi, le piège, c'est de se noyer dans son propre malheur. D'accord. Et de penser que ça nous arrive à nous, mais que pourquoi moi, pourquoi moi. Et en D'accord. fait, on se rend compte quand même quand on regarde ce qui se passe ailleurs dans le monde, que ça n'arrive pas qu'à nous, que les attentats, ça n'arrive pas qu'à Paris. Et c'est vrai que l'expérience de mes amis congolais qui m'ont dit tout de suite après les attentats à Paris que eux, ça leur rappelait des choses, que eux, ils avaient déjà vécu ça. D'avoir des amis qui mouraient sous le feu de la Kalachnikov, malheureusement, il y a des endroits dans le monde où les gens savent très bien de quoi on parle. Et que nous, Français, moi, Parisienne, je découvrais ça complètement, mais que de pouvoir... Pour la première fois. Et oui, Oui. et c'est très traumatisant. Alors, parlons de votre... Il y a juste un extrait, un passage juste sur la mort, donc le décès de votre grand-mère qui vient de se suicider. Et je vous lis à la page 38, donc Calme et tranquille. J'aimerais pouvoir croire que ma grand-mère nous a menti, que ce n'est pas par désespoir qu'elle s'est tuée, que devant notre surdité, elle a simplement trouvé ce moyen de larguer les amarres. Peut-être est-elle, elle aussi, partie refaire sa vie à Istanbul, puisque c'est là-bas qu'il vaut la peine de vivre, et qu'ici, on a tellement peu d'envie, de perspectives, de rêves, qu'on ne fait même pas semblant de se prendre, de se pendre. Oui, je poursuis, je la comprendrais si c'était ça. Moi aussi, j'ai envie d'Istanbul. Sa grandeur mélancolique me réconforterait. Avant de m'endormir, j'envoie quelques mots maladroits à l'amant turc, comme un fil d'Ariane hasardeusement ressaisi. Fin de citation. Alors, c'est un passage que j'ai très bien aimé et pour lequel j'aimerais bien que vous apportiez un petit commentaire quand même. Il y a beaucoup de choses aussi voyez, dans ces quelques beaucoup de lignes. choses, oui. Oui, oui. En même temps, vous parlez de la situation politique en France, en même temps que vous avez des perspectives pour Istanbul, qui est finalement un pays d'avenir, enfin une ville d'avenir, il faut dire, qui est une ville d'avenir, puisque là on est en Turquie, mais aussi une façon, n'est-ce pas, de se cacher, de ne pas accepter, c'est le refus de l'acceptation, n'est-ce pas, de la mort de la grand-mère. Complètement. Qui était, c'est il drôle faut que vous dire, disiez ça, c'est chose. tout à fait juste. C'est certain qu'il y a un problème de... Un problème, c'est comme ça, c'est pas un problème. Mais j'ai en moi quelque chose qui refuse complètement d'accepter la réalité du départ des gens. Du départ des gens que j'ai aimés. Il y a quelque chose de déni comme ça. Qui fait que le deuil a été très difficile parce qu'on a beau se dire que ça n'a pas eu lieu, bah si, ça a eu lieu et tout nous le rappelle tout le temps. Après, ce qui est intéressant, je trouve, dans cet extrait que vous avez donné, c'est qu'en fait, on sent que Calme et tranquille, c'est un livre qui est très triste. C'est vraiment un livre Oui, de il y a deuil. beaucoup d'émotions, Voilà, il c'est faut un le livre dire, qui il y est a très une forte dur. dose d'émotion. Et en quand même temps, à tous les endroits, il y a cet élan vital de vouloir sortir de la tristesse. Et donc là, c'est ça ce qu'elle dit, la narratrice, dans l'extrait que vous avez lu. C'est on est très triste, mais on aimerait bien, on peut se dire peut-être elle n'est pas morte et elle est partie. Ou alors, tout de suite, elle dit moi aussi j'aimerais partir. Et moi qui suis vivante, je peux le faire. Moi qui suis vivante, je peux aller à Istanbul, je peux laisser derrière moi cette ville qui est maintenant devenue mortifère et très lourde à porter, qu'est Paris. Mais moi, je suis vivante, je peux déménager à Istanbul si je veux. Moi qui suis vivante, je peux décider que j'ai envie de renouer avec ce garçon qui m'avait plu il y a plusieurs années, et j'ai encore son numéro de téléphone, et en fait, la vie a passé, peut-être il m'a oublié, peut-être pas, mais je prends le numéro de téléphone et je me dis, alors on va remettre une pièce dans le jukebox de la vie, à cet endroit-là. Et il répond, heureusement. Et il répond, et du coup, la vie peut continuer, la vie peut redémarrer. Et je pense que dans ce livre, il y a quelque chose d'assez entêté, d'un élan vital très, très entêté, très vaillant, malgré le fait que tout est dur, tout est triste. Oui. Et d'essayer de retrouver Istanbul, la grandeur mélancolique d'Istanbul, c'est une ville qui correspondait à mon état d'esprit à ce moment-là. Parce qu'Istanbul, c'est une ville qui est bouillonnante, qui est extrêmement vivante, c'est une ville énorme, c'est 17 millions d'habitants. Tous les jours, il y a un bar qui ouvre, une galerie d'art qui ouvre, des villes en transformation permanente, comme peuvent l'être ici, par exemple, Kinshasa. Moi, j'ai trouvé à Kinshasa une ébullition, une démesure
assez comparable à celle d'Istanbul. Et moi, c'est Oui, des villes ça nous envoie de l'électricité, là. On se sent vivant là-dedans. oui. Et en même temps, euh, je dirais pas la même chose pour Kinshasa, pour le coup. Istanbul est une ville très mélancolique. Parce que c'est une ville à tous les coins de rue, même pas à tous les coins de rue, sur le bord du Bosphore, là, il y a tous les palais qui ont été construits par les siècles précédents, de l'époque où Istanbul était une capitale d'empire extrêmement rayonnante. C'était une des capitales du monde, Istanbul. Istanbul a été créé à une époque, en 600 avant Jésus-Christ, où Paris était un village dans lequel il ne se passait rien du tout. Même, je crois, dans les années 1500, 1600, Istanbul était une énorme ville. C'était une très très grosse capitale, alors que les villes européennes étaient 3 fois rien. Donc on est dans des villes qui ont eu un passé extraordinaire, rayonnant. Il reste les palais, il reste les églises, il reste les mosquées, toutes les religions sont passées là. Et aujourd'hui, c'est des villes qui sont en difficulté. Il y a quelque chose de retrait comme ça. Il y a une crise économique, la réalité quotidienne est difficile pour les gens, il y a une crise politique qui fait que voilà, le pays se rabougrit un peu, il y a la guerre à la frontière avec la Syrie, donc les gens vivent dans l'inquiétude comme ça. Et ça rend une espèce de tristesse dans la ville, de difficulté à vivre, qui fait que quand on est soi-même un peu triste, qu'on est en deuil, qu'on a du mal, on peut trouver sa place là-dedans. On peut trouver sa place à la fois dans l'élan vital, dans le fait qu'il y a des jeunes partout, que les gens se débattent quand même, et que la vie continue, quoi qu'il se passe. De la même manière que le fleuve circule. Et que tout ça nous embarque, nous emmène. Oui. Ça voilà, Istanbul a été la ville pour moi. D'accord. Alors, Valérie Manteau, il faut dire que finalement, toutes ces aventures, toutes ces turpitudes, toutes ces situations que vous avez rencontrées au quotidien, qui constituent finalement, n'est-ce pas, la caisse mémoire de tout ce qui vous habite, de tout ce qui vous construit, vous avez fini, n'est-ce pas, de chuter chez des psychiatres. Et les pistes, comme vous appelez, vous les avez rencontrées et il y a toute une liste. Alors, il y a un passage qui m'intéresse à ce sujet, et puisqu'également, ça va nous ramener sur la quête que vous êtes en train de faire sur le suicide de votre grand-mère, et également sur toutes les crises que vous avez vécues, toutes celles qui ont été, n'est-ce pas, la source de cette tristesse, de toutes ces émotions et tout, également de la crise en fait politique en France, puisque ça reviendra. Il y a quelque chose de très intéressant. Et puis après, comme toujours, j'aimerais bien un petit commentaire de vous, Valérie. Alors, c'est à la page 107. À la page 107, vous écrivez ceci. La piste s'approche pour me caresser les cheveux. Je voudrais que vous sachiez que ce que vous avez vécu, tout ça, c'est pas la vie. Je grince des dents. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Qu'elle se taise. Qu'elle se taise, j'ai trop besoin d'elle pour qu'elle ruine tout avec des mots trop légers à la surface de la réalité brute, violente. La réalité qui n'a demandé la vie de personne pour être la simple et idiote réalité de la vie. Quoi qu'elle en dise, il faut dire qu'ils sont morts comme ils ont voulu vivre, libres. Je ferme les yeux, je revois l'image manquante, celle de ma grand-mère chargeant la bouteille de gaz, déjà peut-être sous l'emprise des médicaments dans la voiture pour les derniers voyages. Je m'arrête là, Valérie Manteau. Ça a été. Alors, Tout le temps, vous avez cherché cette pièce manquante de la grand-mère, n'est-ce pas, ouais. du souci de la grand-mère. Tout le temps, vous êtes réfugié chez des psy qui vous ont dit des choses, des tas de choses auxquelles vous avez cru, vous n'avez pas cru également. Autant que vous mettez en doute ce que cette piste est en train de vous dire, mais toute cette floraison, n'est-ce pas, de raisonnement, des bulles. C'est très difficile parce qu'en fait, je pense que j'étais tellement déprimée, j'étais tellement culpabilisée, j'avais besoin qu'on me sauve. J'avais besoin qu'un psy ou n'importe qui, un amant, un ami, que quelqu'un me dise quelque chose qui allait tout résoudre. Sauf qu'en fait, ça n'existe pas. Ça, ce qu'on peut faire au maximum pour vous, c'est vous aider à trouver vos propres ressources pour continuer à vivre. De trouver des réponses à vos propres interrogations. Voilà, mais également. elles sont en nous, les réponses. Et ça, c'est un truc que j'ai mis un petit peu longtemps à comprendre, peut-être jusqu'à l'écriture du livre. Mais avant ça, évidemment, j'ai vu tous les psys de la planète, de différentes techniques, nanana, en leur demandant quelque chose qu'ils ne pouvaient pas me donner, de me demandant de me sauver. Et ça n'est pas possible. Et alors du coup, ça crée des moments de tension où les psys, c'est des êtres humains en fait, hein, ils sont pas plus malins que moi, ils disent des choses qui me plaisent pas. Donc là, elle me dit, cette chose, c'est peut-être, en vous entendant le dire, et maintenant ça fait quelques semaines que je suis ici,
Et je me rends compte de différences culturelles quand même fondamentales entre le Congo et la France. Je ne sais pas si ici quelqu'un dirait ça, que d'avoir vécu la mort de ses proches, c'est pas la vie. Elle dit ça parce que je pense que nous, on a un déni vis-à-vis de ça. On dirait que dans la vie normale, la vie qui se passe bien, personne ne devrait mourir, ou alors très vieux et de maladies, et que voilà, on s'endort dans son lit et tout. Et que en fait, les morts violentes, et ben ça c'est trop injuste, et du coup ça ne devrait pas faire partie de la vie. Et on fait comme si ça n'existait pas. Et qu'en fait, quand ça nous arrive, c'est pas possible de dire que ça n'existe pas. Il faut traverser ça, il faut affronter ces épreuves-là. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense qu'ici, moi, une chose que j'aurais peut-être aimé avoir pour mes proches qui sont morts, c'est des veillées comme il y a ici. C'est des vrais moments de communion et de temps passé à prendre conscience que la personne est partie, qu'elle est en train de partir et qu'on vit ce moment ensemble et que ça fait partie de la vie. Ça fait vraiment partie de la vie, la mort des autres. Et que c'est un moment qu'il faut qu'on vive. On ne va pas juste s'endormir et se réveiller demain en disant c'est bon, il ne s'est plus rien passé. Et quelque part, je pense que la façon dont nous enterrons nos morts en France, en Occident, parfois est trop légère, est trop rapide, est trop dans le déni. Trop de dire genre alors la personne est morte, et ben on va faire une cérémonie qui va pas durer longtemps du tout, d'autant plus si la personne n'était pas très croyante ou si elle s'est suicidée. C'est compliqué pour l'Église catholique d'enterrer les suicidés parce que c'est blasphématoire. Et du coup, voilà, on n'a quasiment pas de cérémonie, la personne est enterrée, et ensuite on n'a plus tellement de moments réservés pour être triste ou pour partager, pour parler de ça simplement. Et je pense que ça aide beaucoup à intégrer la mort comme faisant partie de la vie, d'avoir ces moments-là de communion, de veillée qui durent longtemps, qui donnent la possibilité à tout le monde d'être à la fois triste, mais aussi dans la communion avec les autres proches et de parler des gens qui sont partis comme s'ils étaient encore un peu là. Et on a tous besoin de faire ça, sauf que nous, bizarrement, on se l'interdit un peu. C'est-à-dire que voilà, moi, par exemple, en France, quand la grand-mère meurt, on n'a pas le droit à un jour de congé, on doit retourner au travail tout de suite. Ou on a peut-être le droit à un jour, mais bon, moi, ma grand-mère, elle habitait à l'autre bout de la France, donc pour faire l'aller-retour pour l'enterrement, ça veut dire on revient au travail ensuite, et c'est comme s'il ne s'était rien passé. Et on est prié de faire comme si de rien n'était. D'accord. Voilà, et il y a ce tabou. Et si on dit aux gens qu'elle s'est suicidée, les gens vont trouver ça mal poli, qu'on leur parle de ça. Ils vont être gênés, ils vont préférer, ils vont dire ah oui, c'est triste et c'est tout. Voilà, et je pense qu'il y a quelque chose comme ça qui est un peu défaillant, qui est humainement un peu défaillant dans notre façon d'intégrer la mort comme faisant partie de la vie. C'est ça que j'entends dans l'extrait là. Et c'est vrai, hein, j'ai vraiment une psy qui m'a dit ça, qui m'a dit c'est pas la vie ce que vous avez vécu. Et ben, je pense que d'abord, si c'est la vie, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de question. C'est-à-dire, c'est quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on vit d'autre que la vie? D'accord. On vit que la vie. D'accord. Donc ouais, il faut réintégrer l'ensemble de la vie dans la vie. Valérie Manteau, je vous invite à la lecture d'un deuxième extrait, et peut-être le dernier. Alors, pardon, je dois refaire. Alors là, c'est un extrait du Sillon. Oui, du Sillon. Pour faire entendre aussi, parce que c'est vrai que le style des deux livres est très différent. Et le Sillon est beaucoup plus dense. Alors, il va être encore plus dur à lire à voix haute. Mais j'essaye, et je vous dirai ensuite un peu pourquoi je suis arrivée à une forme comme ça. Oui. J'ai une question. Je le dérange sur son lieu de travail. Il ne répond pas, mais il se tourne vers moi, comme toujours. La porte est ouverte pour mes lubies, jour et nuit, malgré une légère, à peine perceptible impatience, début de lassitude, un air qui demande si c'est bien le moment. Je le sens, mais comme je ne sais pas m'arrêter quand il faudrait, je m'installe au comptoir. Il continue ce qu'il était en train de faire, trier des factures ou quelque chose dans le genre, pendant qu'Anna attrape une tasse. Si je veux un café, je fais oui de la tête. À ton avis, si tu devais donner juste une raison, intuitivement, de pourquoi Charlie, tu dirais laquelle? Pourquoi ça concernait tout le monde? Oui. Liberté d'expression. C'est n'importe quoi, je dis. Il y a eu 10 cas précédents qui auraient dû être beaucoup plus fédérateurs. Je m'arrête là. Ok, merci. Alors, le style du Sillon est vraiment différent parce que
le livre se passe en Turquie. Et c'est une Française qui parle, et elle parle pas bien turc. Elle a du mal à communiquer avec les gens. Parce qu'il faut se parler en anglais, elle parle pas très bien turc. Quand on lui parle en turc, il faut qu'elle fasse un gros effort pour se faire comprendre et pour comprendre les autres. Sinon, il faut faire le détour de passer par l'anglais. Et en plus, ça parle d'une période extrêmement troublée politiquement, dans laquelle l'accès à l'information est très difficile. On a du mal à comprendre ce qui se passe dans le pays. Il y a des coups d'État, il y a des attentats, on reçoit des informations parcellaires. En plus, la chape de plomb politique était en train de se refermer sur le pays, donc les gens commencent à avoir peur de parler, ils ont peur d'être arrêtés, ils ont peur d'avoir des procès. Et donc d'un coup, tout devient extrêmement complexe. Et moi qui étais là-bas pour essayer de comprendre, tout le livre raconte une sorte d'enquête sur la mort d'un journaliste arménien qui a été assassiné 10 ans avant. Et quand j'essayais de poser des questions aux gens là-dessus, cette mort qui avait été extrêmement médiatique, tout le monde en avait entendu parler, mais il n'y avait pas tant de livres que ça qui avaient été publiés, les auteurs étaient parfois en prison, les gens avaient un peu de mal à discuter de ça, l'accès à l'information était très difficile. Et moi, quand j'ai écrit le livre, je me suis dit, pour le lecteur français qui va me lire, il faut qu'il comprenne ça. Il faut qu'il comprenne que parfois, dans certains contextes, c'est difficile de savoir simplement ce qui s'est passé. Vous savez très bien ça ici, je pense, mais en France, on n'en a pas toujours conscience. Ici, s'il se passe un événement grave à l'autre bout de la ville, on va entendre la rumeur de ce qui s'est passé, on va pouvoir entendre des choses peut-être au journal télévisé, on va pouvoir entendre différentes versions, et il y a un travail à faire pour arriver à reconstituer ce qui s'est vraiment passé. Et je pense que c'est cette chose-là que moi j'ai un peu découverte à Istanbul, et dont le sillon essaye de retracer un peu la complexité. En plus du fait... Pardon, je vais essayer de ne pas être trop long, parce que je peux parler de ça pendant très longtemps, je pense que c'est une chose... tout le livre travaille là-dessus. Qu'est-ce que c'est d'être une étrangère dans un pays ? De ne pas être chez soi, de ne pas parler la même langue que les autres. C'est complètement passionnant, moi je l'ai fait volontairement, mais ça crée des moments de solitude très grands. Et vous ajoutez quelque chose également à cette interrogation, c'est que vous dites, c'est de respecter les lois, n'est-ce pas, les normes édictées dans ce territoire, dans cet espace géographique. Vous le mentionnez dans le roman, Bien sûr. Le Sillon. Et c'est une question qui est posée et à laquelle également des réponses sont apportées. On essaye d'apporter. Moi, ça a été un questionnement. C'est-à-dire, quel est notre positionnement quand on est étranger dans un pays, en plus dans un pays dans lequel le bouillonnement politique est très compliqué. Enfin, moi, pendant que j'y étais, il y a eu plusieurs attentats, une tentative de coup d'État. Finalement, il n'y a pas eu le coup d'État, mais le gouvernement a complètement changé et les lois changeaient tous les jours. Donc, des gens ont commencé à être arrêtés par dizaines. Enfin, c'était terrifiant tout ça. Ça nous oblige à penser. Ça nous oblige à nous demander qu'est-ce qu'on fait là, qu'est-ce qu'on doit faire, quelle est la bonne attitude à avoir là-dedans. Et pour décider ça, il faut comprendre la situation, il faut comprendre ce qu'on est en train de vivre. Et c'est d'autant plus compliqué quand on est étranger que ça demande un effort permanent d'adaptation. Mais même, moi en ce moment où je suis à Brazzaville, alors que j'ai la chance de parler français, de pouvoir me faire comprendre très facilement des gens, malgré tout, c'est un effort d'adaptation permanent qui est très fatigant, qui crée qui est évidemment très passionnant aussi, mais très fatigant, et qui crée parfois des moments où on se sent extrêmement isolé. Moi, dans le livre, il y a beaucoup de moments où le personnage parle dans sa tête, elle parle toute seule, elle parle sa langue à elle, le français, que personne ne parle autour d'elle, et ça, il n'y a que dans sa tête qu'elle peut parler ça. Elle écoute des chansons en français pour se rappeler la voix de sa langue maternelle, pour la musique de sa langue maternelle. Quand on est plongé dans un bain qui n'est pas le nôtre, il y a des moments où on a besoin de se retrouver comme ça, avec soi-même. Et le livre est comme ça, très dans une bulle. Et on dirait presque que le personnage parle tout seul pendant tout le livre. Ouais. Pour cette raison, les dialogues ne sont pas indiqués. Ils ne sont pas indiqués, même oui. si souvent, en fait, elle parle avec des gens. Voilà. Elle parle avec des gens, mais il n'y a pas les tirets pour indiquer, parce qu'en fait, tout est reçu de la même manière. Tout est traduit par la personne qui parle. D'accord. Donc en fait, la voix qu'on entend, comme le livre ne parle que français, la voix qu'on entend, ça n'est que ma voix. D'accord. Alors, et à ce moment, Valérie Monteau, est-ce que vous êtes posé la question, n'est-ce pas, de savoir ce qui aurait, n'est-ce pas, fait que votre ouvrage, Le Sillon, puisse recevoir ce prix, le Renaudot? Est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes demandé, est-ce que vous vous êtes posé cette question, est-ce que vous avez réussi à trouver une ou des réponses? Alors,
je ne connais aucun membre du jury. Je les ai jamais rencontrés, ni avant ni après. Donc, j'ai pas pu leur poser la question de pourquoi. Pourquoi moi? Parmi les 500, 600 livres qui se sont publiés, pourquoi moi? Bon, cela dit, ils se sont exprimés souvent publiquement. Il y en a qui ont écrit des articles. J'ai une petite idée de ce qui les a intéressés dans le livre. Voilà ce que je... Alors, il y a des choses paradoxales. Il y a quelque chose d'un peu exceptionnel dans le fait que le prix soit allé à une femme relativement jeune, j'avais 33 ans quand j'ai reçu le prix, d'une petite maison d'édition. Ça, c'est 3 critères extrêmement rares dans les remises de prix. Et du coup, on pourrait se dire que normalement, ça devrait faire que j'ai moins de chances d'avoir le prix, mais une fois de temps en temps, il y a une exception qui confirme la règle. Donc, c'est très rare d'avoir le prix quand on est une jeune femme qui est son 2e bouquin dans une petite maison d'édition. Mais moi, je pense qu'à ce moment-là, ils se sont dit, tiens, ça peut être bien une fois de temps en temps, de faire mentir leur réputation. C'est une fenêtre qui s'ouvrait là, en fait. Donc j'ai eu cette chance-là. Et je pense aussi, alors, bon, ça c'est un aspect pas le plus intéressant, mais je pense que ça joue en fait dans les discussions. Et je pense aussi, alors le fait que j'étais une ancienne de Charlie Hebdo, et que j'avais écrit un livre qui rend hommage à un journaliste assassiné, mais qui n'était pas un journaliste de Charlie, mais ces problématiques-là, de comprendre le prix de la liberté d'expression, voilà, je pense que les gens du jury ont été sensibles à ça, à cette réflexion-là, sur quelle est notre responsabilité à nous qui nous exprimons publiquement, qu'on soit journaliste ou qu'on soit écrivain. Quel est le courage d'aller venir dire des choses et à quel prix on le paye et quel hommage on doit aux gens qui ont payé un prix très lourd. Ça, je pense qu'ils ont été sensibles à ça. Et une dernière chose, dans le contexte de la Turquie, puisque mon livre parle de la Turquie contemporaine, il y avait beaucoup d'auteurs qui se sont retrouvés en prison. Il y a beaucoup d'auteurs qui ont dû fuir leur pays dans les années dont je parle dans le livre. Certains qui étaient des amis à moi, certains que je ne connaissais pas, mais à qui je rends hommage dans le livre. Et il y a beaucoup d'auteurs qui se sont tus, qui ont eu peur, et ils ont bien raison d'avoir peur, je les comprends, je leur en veux pas, qui ont décidé pour un moment peut-être d'arrêter de parler, parce que c'est trop dangereux pour eux. Et que moi, ma responsabilité à moi, il m'a semblé à ce moment-là, c'était de profiter de cette liberté d'expression que moi j'ai, parce que moi, en tant que Française, je suis relativement protégée. C'est plus compliqué pour Erdogan de venir me mettre en prison que de mettre en prison des Turcs qui n'auront pas les relais que moi je peux avoir de la part de l'ambassade française si jamais on m'arrête. Et donc ma responsabilité à cet endroit-là, ça a été de produire ce texte-là que peut-être certains de mes amis turcs n'oseraient plus faire. Et je pense que le prix Renaudot et tous les journalistes, je vous disais au début de l'émission, que beaucoup de journalistes ont soutenu ce livre de façon extrêmement forte. Et je pense que c'était une façon de m'encourager, de me donner raison, de le faire ensemble, en fait. De dire on est ensemble pour porter cette voix-là que beaucoup de gens en Turquie aujourd'hui, et malheureusement, de par le monde, dans beaucoup de pays, les gens sur place ont du mal à s'exprimer. Et c'était une façon de dire notre solidarité avec ça. Et moi, mon livre dit ma solidarité avec les Turcs, et je pense que le jury du prix Renaudot, les journalistes, les gens même peut-être qui ont lu le livre et qui l'ont aimé et qui l'ont offert à leurs voisins ou à leurs amis, ont voulu dire leur solidarité avec toutes ces personnes-là dont je parle dans le livre, qui sont réduites au silence. Et c'est une façon de dire que ça soit le journaliste arménien dont je parle dans Le Sillon, que ça soit les gens de Charlie Hebdo ou d'autres personnes que je mentionne dans le livre aussi, de journalistes syriens qui ont été assassinés, qu'il ne suffit pas, c'est ça la grande force de l'écriture et de notre société, j'espère, il ne suffit pas d'assassiner les messagers. Tuer les artistes, tuer les journalistes, les mettre en prison ne fonctionnera pas. Parce que nous serons... Rimbaud disait qu'importe si le poète crève dans... Pardon, je vais citer probablement très mal Rimbaud, mais il disait genre le poète peut mourir dans l'élan de ses visions. Qu'importe, viendront après lui des dizaines de nouveaux d'horribles travailleurs, je crois, il dit. Et moi, je pense que je fais partie de ces dizaines, ces milliers peut-être d'horribles travailleurs qui venons nous relever là où les autres se sont effondrés. Voilà. En tout cas, ça me semble une mission extrêmement merci. noble. Alors, d'aucuns pensent généralement, ou tout particulièrement, que pour recevoir un tel prix, n'est-ce pas, Renaudot, Goncourt, Médicis et d'autres prix, n'est-ce pas, et très prestigieux, il faut dire, il faut être publié par une grande maison d'édition, tout au moins une maison qui a vraiment pignon sur rue.
Ce n'est pas le cas pour votre roman, puisqu'il a été publié par Le Tripode, qui était une maison qui se cherchait à l'époque. Quelle réponse donnez-vous à cette préoccupation? Alors, ce que je viens de vous dire, il ne faut pas non plus faire une règle de ce qui m'est arrivé, c'est-à-dire je pense que je suis un peu l'exception qui confirme la règle. Il y a évidemment une très grande majorité des prix qui sont remis, ils sont remis à 3 maisons d'édition, Gallimard, Grasset, Seuil. Cela dit, d'abord, les exceptions existent. Les éditeurs plus modestes qui font très bien leur travail arrivent à retrouver leur place là-dedans. Et alors là, il n'y a pas que moi, puisque le Goncourt de cette année, le livre extraordinaire d'ailleurs de Mohamed Bougarsar, qui s'appelle La plus secrète mémoire des hommes, a été publié par un éditeur qui s'appelle Philippe Ray, en coédition avec une maison d'édition sénégalaise d'ailleurs. Et ce sont 2 éditeurs extrêmement modestes, pareil, enfin de la même taille que le mien, et qui ont pu avoir le plus grand prix donné en France, qui est le prix Goncourt. Donc ça arrive que les éditeurs qui font bien leur travail, qui publient des livres importants, arrivent à obtenir les prix. Mais surtout, moi, ce que je pense qu'il est important de se dire quand on écrit des livres, quand on démarre, je ne vois pas quel est l'intérêt pour un jeune éditeur, pour un jeune auteur, d'aller se faire publier par les grands éditeurs. Quand on n'est pas connu, quand c'est notre premier livre, on a besoin d'être accompagné, je pense. Encore plus que peut-être après, quand on est plus aguerri. Et un gros éditeur comme Gallimard, aussi prestigieux que soient les autres auteurs qu'ils ont pu publier depuis un siècle et qu'ils publient encore aujourd'hui, quand on démarre, on sera personne à côté de tous les très grands auteurs qui sont publiés chez Gallimard. Et au mois de septembre, pour la rentrée littéraire, comme je vous disais, il y a 500 livres qui se publient. Moi, mon éditeur en avait publié 1, mais Gallimard en a peut-être publié 30. Donc on va être 1 parmi 30. Quelle est la chance qu'on peut avoir d'être repéré? Elle est pas plus grande. Et donc d'être repéré ni par les prix ni par personne en fait. Donc moi j'encourage vraiment, enfin mon expérience à moi, elle est sans aucune ambiguïté. C'est le partage d'expérience. Oui, sans aucune ambiguïté. Je conseillerais à un jeune auteur d'aller se faire publier par un éditeur qui va avoir du temps et de l'énergie et de la foi à consacrer à son livre. Moi, le conseil qu'on m'a donné quand j'ai commencé à écrire et que j'ai posé la question à une autrice de savoir comment elle avait choisi son éditeur, est-ce que ça avait été difficile, enfin les questions que tout le monde se pose quand on commence à écrire. Et elle m'avait dit qu'elle avait envoyé son livre, son manuscrit, aux éditeurs des livres qui étaient importants pour elle. Elle a regardé dans sa bibliothèque et elle s'est dit, ok, moi, alors en l'occurrence, elle était publiée chez POL. Et POL, c'était l'éditeur de Marguerite Duras, entre autres, avec les éditions de Minuit. Et elle s'était dit, ok, pour moi, l'écrivaine la plus importante dans ma vie, c'est Marguerite Duras. Et du coup, j'ai quelque chose à dire à l'éditeur qui a accompagné Marguerite Duras. J'ai envie d'être accompagnée par la même personne. Et donc, elle avait envoyé son manuscrit à POL et probablement aux éditions de Minuit, mais finalement, elle était publiée par POL. Et c'est la cohérence d'un dialogue qu'on peut avoir avec l'éditeur, et c'est aussi la cohérence d'une maison d'édition. Qui s'est pleinement investi. Voilà, qui va réussir à trouver sa propre filiation et son chemin dans ce qu'elle a apporté au paysage littéraire global. Voilà. Merci beaucoup, Valérie Monteau. Je vous dis merci. Je précise pour nos amis culturels qui nous suivent que nous venons d'échanger là avec Valérie Monteau, qui est autrice de 2 titres, Calme et tranquille, paru donc aux éditions Le Tripode, et Le Sillon, toujours Le Tripode, mais qui a valu, n'est-ce pas, le prix Renaudot 2018. Et il faut mentionner que la littérature congolaise aussi a eu la chance, n'est-ce pas, d'avoir un prix Renaudot. C'est Alema Bankou, bien avant Valérie Monteau. Oui, qui m'avait souhaité la bienvenue au club quand je l'ai eu, de façon très amicale et très fraternelle. Voilà. Il m'avait dit bienvenue au club des Renaudot et j'en suis très heureuse. Voilà, nous sommes là donc à la chute donc, de notre entretien. Un dernier mot que vous aimeriez rajouter? Merci beaucoup pour votre accueil. J'ai beaucoup parlé. C'était ça l'objet de notre échange. Et bien sûr, et j'espère revenir la prochaine fois avec un livre que j'aurai écrit. J'aimerais bien, Valérie. Merci beaucoup pour votre accueil. Allez, merci donc, amis culturels, n'est-ce pas? Par ces mots, nous vous disons merci, nous vous disons donc à très bientôt et nous prenons date pour samedi prochain. Passez une très belle journée dans vos foyers respectifs. À très bientôt. Merci.